Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Dans toute cette crise au Parti libéral, il y a une question sous-jacente tout le temps, c'est quelle est l'influence du Parti libéral du Canada sur le nouveau Parti libéral du Québec ou le Parti libéral du Québec tel que dirigé par Pablo Rodriguez. Et ce sujet-là va remonter dans l'actualité aujourd'hui, là. Oui, parce qu'on a vu la une du Journal de Montréal et au Journal de Montréal aujourd'hui où on rapporte le nombre de donateurs du PLC. Quand je dis donateurs du PLC, c'est des élus libéraux fédéraux ou des employés dans les bureaux, par exemple, de ministres du gouvernement fédéral qui ont contribué financièrement, en fait, c'est des Québécois, qui ont contribué financièrement à la campagne de M. Rodriguez à la chefferie. Et honnêtement, Mario, je vais peut-être être plate, là, mais moi, je n'étais pas surprise. Je vois pas qu'est-ce qui est surprenant et je m'explique. Il vient du PLC. Il avait devant lui, on va parler de deux principaux adversaires, Carl Blackburn et Charles Milliard, qui les deux ne sont pas nécessairement des libéraux fédéraux, donc ça peut défaire peut-être un peu le mythe que le Parti libéral, c'est une succursale du PLC. Monsieur Milliard a rappelé que c'était plutôt un progressiste conservateur et qui était orphelin politique au fédéral. Carl Blackburn, on lui connaît plus d'affinité avec les conservateurs fédéraux qu'avec les libéraux fédéraux. Et que M. Rodriguez puisse aller solliciter des anciens collègues, c'est des élus ou du personnel politique avec qui il a déjà travaillé, qui le connaît, c'est peut-être qu'il a développé des affinités avec. Ça ne me surprend pas. Pour moi, ça reste quand même assez marginal. Là, on parlait d'une quarantaine de personnes issues du fédéral qui ont contribué à sa campagne. Ben, il a ramassé plus de 320 000. Puis si cette quarantaine ont donné le maximum autorisé par la loi qui est de 500 $, sur 320 ça 000, fait 20 là. 000 sur 320 000. Ça remet les choses en perspective. Et on s'attend à ce que, il vient de la grande famille libérale fédérale, on s'attend à ce que eux soient plus des libéraux provinciaux. C'est pas nécessairement que les libéraux provinciaux sont des libéraux fédéraux, mais bien le contraire. Et pour avoir milité au Parti libéral du Québec assez longtemps, il y avait toutes sortes de personnes. Là, je connaissais du monde qui était impliqué au NPD au fédéral, puis du monde qui était impliqué aux conservateurs au fédéral, et du monde impliqué chez les libéraux au fédéral. Donc, oui, mais pas vraiment. Tu sais, ça reste quand même assez marginal et du moins naturel. Ouais, mais en fait, d'abord, réglons que c'est pas du tout illégal. Ces gens-là sont citoyens québécois, donc peuvent participer à un parti politique au Québec, il n'y a pas de problème. C'est plus qu'il va devoir vivre avec ça, là. C'est comme si l'influence du PLC sur le PLQ, à mon avis, ça va être questionné, re-questionné. À chaque fois qu'il va prendre des positions là, nationalistes ou pas, il va devoir vivre avec cette espèce de fantôme-là au-dessus de lui, là. Mais je pense que c'est plus le fait d'avoir participé au gouvernement de Justin Trudeau, le fait d'avoir été lieutenant du Québec pour Justin Trudeau, et le plus grand argument, pas tant ceux qui ont contribué à sa campagne. Puis j'essayais de voir les choses à l'envers. Quand Jean Charest est parti faire la course au leadership au fédéral chez les conservateurs contre Pierre Poilievre, il y a eu beaucoup de libéraux provinciaux qui ont contribué à la campagne de Jean Charest aux progressistes conservateurs. Donc, disons que ce sont des vases communicants, mais ce ne sont pas les uniques vases qui existent entre le fédéral et le provincial. Il n'y a pas beaucoup de partis ouvertement fédéralistes non plus au Québec, à part le Parti libéral du Québec, là, tu sais, qui sont ouvertement et qui assument leur fédéralisme. Donc, c'est normal qu'il puisse y avoir des vases communicants là-dessus. Honnêtement, je ne vois pas encore le problème. Mais oui, il va devoir vivre avec le fait d'avoir appartenu à un gouvernement de Justin Trudeau, avec tout ce que ça vient avec. Et je pense qu'il était bien conscient de ça lorsqu'il s'est lancé dans cette course-là. Ça fait 1 an aujourd'hui, là, le début des opérations de Santé Québec. Là, l'organisme, la coquille avait été créée avant, mais c'est le 1er décembre de l'an dernier qu'on a vraiment donné à Santé Québec la gestion des opérations du réseau de la santé. T'en fais quel bilan?
C'est mi-figue, mi-raisin, puis c'est particulier cette année-là parce que c'est une année qui est une année avec des finances publiques où il fallait les resserrer, une année où on est en crise avec les médecins spécialistes et omnipraticiens, une année où il y a un déficit des infrastructures, notamment Maisonneuve-Rosemont. On s'en rappelle, il y a quelques mois, on parlait que de ça. Doit-on rebâtir Maisonneuve-Rosemont? Mais il y a du positif. Et je faisais partie de ces sceptiques-là quant à cette nouvelle structure. Parmi les bons coups de Santé Québec, ben, on parle du nombre d'opérations en liste d'attente. Ça a diminué de 45%. On peut pas faire semblant que ça n'a pas existé. Euh, la baisse des heures supplémentaires, c'est important. La baisse du nombre d'enfants en attente d'évaluation en protection de la jeunesse, c'est important. Et je regarde l'autre côté de la ligne, là, je regarde l'autre côté, la colonne des négatifs. Bien évidemment, il y a les taux d'occupation des civières, ça n'a pas changé. On est toujours à 25 heures dans nos urgences. Il y a le virage numérique du DSN, là, on le sait que ça a explosé, de CIFA, ça a explosé, des compressions budgétaires. Donc oui, ça a livré quelques bons résultats, mais il faut pas s'y méprendre. Le domaine de la santé au Québec, on est encore en crise. Les services sont encore difficilement accessibles pour la population et on n'a pas vu nécessairement un Santé Québec qui est capable de révolutionner ça. On a surtout vu un ministre, un ministre de la Santé qui brille encore plus, lui qui disait qu'il allait plus être dans la vision, dans les orientations, puis moins dans les opérations. Et il y a, moi, quelque chose que je note et qui reste très importante. Le nombre de fonctionnaires, là, si on accumule ceux du ministère de la Santé puis ceux de Santé Québec, a augmenté par rapport à avant Santé Québec. Puis ça, c'est Ce jamais une qu'on bonne craignait. nouvelle d'apprendre Ce que qu'on des... Oui, craignait. exactement. Mais sur les bons coups que tu as nommés, on s'entend que Santé Québec réussit pas à les communiquer. Là. Pour l'instant, Non. je pense que tu demandais dans la population l'idée. Ben, c'est sûr que tu poses la question générale, c'est que l'idée, c'est que tout va mal en santé. Là, c'est ce qu'à peu près 99% de la population pense. Mais qu'il y a eu des baisses d'attente en chirurgie, c'est comme si, peut-être qu'à l'occasion des 1 an, là, je vois que la présidente va faire une tournée d'entrevues, va essayer de passer ces messages-là, mais pour l'instant, il y a comme rien qui est. Il y a rien que la population est au courant qui se serait amélioré sous Santé Québec. On ne sent pas que Santé Québec est capable de communiquer ses bons coups, mais qu'elle fait la une lorsqu'il y a des mauvais coups. Puis Mario, j'ai laissé de côté quand je faisais ma liste de ce qui a été fait et pas fait. Il y a eu aussi du roulement de personnel parmi les hauts cadres là, de Santé Québec. Là, on se rappelle M. Abergel, 3 mois après la naissance de Santé Québec, qui a quitté. On a vu des départs, notamment Ouais. à la vice-présidente en communication. Ça aussi, c'est problématique et je pense que Santé Québec, ils doivent aussi Hum. mettre beaucoup d'efforts en communication s'ils veulent que la population embarque dans le bateau Santé Québec. Merci Yasmine. À demain. Merci Mario.